Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Bienvenue dans cette émission spéciale, une émission Focus que nous avons décidé de consacrer une nouvelle fois à un film de Sidney Lumet qui ressort en Blu-ray et DVD chez l'éditeur Potemkin dans une nouvelle édition pleine de bonus, un film qui s'appelle The Pawnbroker en anglais ou Le prêteur sur gage en français, un film de Sidney Lumet, donc je me répète, de 1964. Alors, moi je ne connaissais très mal l'existence de ce film, mais donc on peut dire qu'il est assez méconnu aujourd'hui. C'est un film qui se déroule au début des années 60 et qui raconte l'histoire de Sol Nazerman, un rescapé des camps de la mort émigré à New York et devenu prêteur sur gage dans le quartier de Harlem. Alors que toute la misère du monde se succède dans sa boutique, toxico, alcoolo, fille mère, voyou, doudingue et scellé, Sol Nazerman reste insensible, muré en lui-même. Mais j'ai oublié de présenter mes acolytes, je ne suis pas seul ce soir, il y a Manuel As qui est là, bien sûr, puisqu'il adore Sidney Lumet. Hello, Olivier, ça va ? Ça va, un petit peu fatigué, mais ça va. Ouais, Manu aime tellement Sidney Lumet. Lucien Alflands, vous l'aurez reconnu à sa voix grave et suave. Lucien Alflands, comment vas-tu ? Ça va très bien, surtout quand on parle d'un Sidney Lumet. Hein. Très bien, je vais donner quelques informations en plus sur ce film. C'est une adaptation du roman du même nom, signé de l'auteur américain et de confession juive Edward Lewis Wallant, qui était un gros succès de librairie à l'époque. Dans le rôle principal de Sol Nazerman, on retrouve Rod Steiger, après apparemment que Laurence Olivier, James Mason ou encore Kirk Douglas auraient été envisagés. Dans le rôle d'Ortiz, son antagoniste, on retrouve... genre d'antagoniste, on va en parler je pense, Jaime Sanchez, qui aura d'autres rôles marquants au cours des années 60, notamment dans La Horde sauvage de Sam Peckinpah en 69, avant malheureusement de ne se voir proposer que des petits rôles. Cependant, il a une carrière parallèle sur les planches, et c'est un proche d'Al Pacino. Il fait des petites apparitions dans Serpico du même Sidney Lumet, dans Bobby Deerfield de Sidney Pollack, dans L'Impasse de Brian De Palma, ou encore dans Looking for Richard d'Al Pacino lui-même. On trouve aussi au casting Brock Peters dans le rôle du Macro Rodriguez ou encore Geraldine Fitzgerald dans celui de Marilyn Birchfield qui dans le film récolte de l'argent pour les bonnes œuvres destinées aux gamins du quartier. Il faut dire un mot de la musique originale très jazz est la première composée par Quincy Jones et le chef opérateur du film qui n'est autre que Boris Kaufman, autrement dit le jeune frère de Dziga Vertov, et le chef opérateur de l'œuvre de Jean Vigo, notamment Zéro de conduite en 1933, qui inspirera François Truffaut. Je pense qu'on parlera aussi peut-être de Truffaut ou en tout cas de la Nouvelle Vague un peu plus tard, avant que donc Boris Kaufman ne se réfugie outre-Atlantique en 1940, où il recommencera une brillante carrière aux États-Unis, entre autres avec Kazan sur les quais en 54, Baby Doll en 56 ou La fièvre est dans le sang en 61. Mais aussi avec Sidney Lumet, notamment 12 hommes en colère en 57. Voilà, Sidney Lumet, The Pawnbroker, c'est son 7e long métrage. Et si mes informations sont bonnes, il aurait été montré début 64, notamment au Festival de Berlin, mais n'aurait trouvé de distributeur aux États-Unis que plus d'1 an plus tard. Ceci parce que le film bravait à l'époque le fameux code de la censure, le code Hays, en montrant quelques secondes la jeune actrice Thelma Oliver nue, de face et en plantaille, ce qui, vous l'aurez compris, laissait donc apercevoir ses seins à l'écran. Le prêteur sur gage sera donc l'un des films qui va mener progressivement à l'abandon de ce code Hays, conjointement aussi à l'arrivée aux USA des films de la Nouvelle Vague ou encore du néoréalisme italien. Alors, qui souhaite commencer sur ce film ? Moi, je n'ai pas particulièrement envie de commencer sur le film, mais par contre, ce que tu dis sur le code Hays est intéressant. Bon, d'abord, le code Hays s'achève en 64 aussi, donc Non, il s'achève pas en 64. Il le contourne, si je dis une connerie. Il s'achève en 68. En tout cas, dans ces eaux-là, il le contourne sur la fin de son existence, on va dire. Mais il le fait d'une manière extrêmement radicale, je trouve. On va aller tout de suite dans le cœur du sujet, mais la nudité de ce personnage, de cette prostituée, est reliée à celle des camps nazis. Et c'est d'une violence, je trouve, incroyable. Et c'est paradoxal, en fait, que ce soit ce truc-là qui se retrouve à percer
à travers son caractère, je veux dire, édifiant et extrêmement malaisant, une première fois le code Hayes, enfin une première fois, ou une des premières fois le code Hayes, qui est toujours en vigueur à ce moment-là, même si dans ces dernières années d'application à l'époque. Alors en fait, cette intervention, en rebondissant sur ce que tu disais, Oli, sur le code Hayes, je partais là-dessus, sur cette mise en parallèle à travers des images presque subliminales. En fait, c'est un truc qui revient très souvent dans le film et qui est utilisé de manière progressive, je veux dire. En fait, et même d'une certaine manière, en fait, ça, on peut le voir comme enfin, ces images subliminales, elles semblent un peu annoncer une grande œuvre à venir de Lumet, qui est The Offense, qui en fera une utilisation peut-être plus fine et encore plus radicale, mais ici, disons que ce sont plus des réminiscences traumatiques du passé, de plus en plus présentes au fil du film. Ça, je trouve, c'est assez bien fait. Au début, c'est presque imperceptible, et puis à la fin, ça devient presque des micro-scènes en soi. Là où dans The Offense, ce sont plutôt des illuminations un peu chaotiques d'un futur proche. Je sais pas si on peut dire comme ça, ou si on peut dire une sorte de pétage de plomb de Sean Connery. Et en fait, ce truc formel qui prend énormément de place dans ce film-ci, dans Pawnbroker, comme dans The Offense, mais puisqu'on parle ici de Pawnbroker, ça met fort en avant ce qui me semble être le sujet principal, entre guillemets, du film, qui serait, je sais pas, la persistance de la mémoire d'un homme totalement brisé par son passé, disons. La persistance et l'aliénation de ce personnage-là vis-à-vis de cette mémoire-là, quoi, et de cette histoire. Ouais, et qui est en plus un personnage, peut-être un des personnages les moins emphatiques, mais néanmoins attachant à certains moments, qui m'était donné de voir dans ma vie de spectateur. Pour nos auditeurs, je pense qu'il faut peut-être un petit peu préciser de quoi tu parles, de quoi nous parlons. C'est-à-dire que donc dans le film The Pawnbroker, le personnage principal donc de Sol Nazerman est hanté par des visions du passé, puisque je l'ai dit en intro, c'est un rescapé des camps de la mort. On va le savoir très très vite dans le récit. Donc au début, c'est introduit dans le montage par des plans extrêmement courts, et puis au fur et à mesure du film, on va avoir en effet des plans de plus en plus longs jusqu'à des petites séquences qui vont revenir comme ça, expliquer ou en tout cas lever le voile sur une partie du passé du personnage. Et c'est un travail assez avant-gardiste de la part de Lumet, qui avait toujours cette Ouais, réflexion carrément. autour du style à adopter pour ses films, ce qui fait que souvent on a reproché à Lumet une certaine absence de style, ce qui est à mon sens un non-sens total, mais c'est parce que pour lui, avant tout, le style devait pas être un style qui devait s'imposer par-dessus un film, mais un style devait découler de l'histoire. Et là, dans Pawnbroker, c'était justement de traduire cette idée de mémoire qui remonte à la surface avec cette idée de refouler, et c'est assez intéressant de voir comment stylistiquement il travaille tout ça. Et effectivement, ça passe par le montage, avec cette utilisation on peut dire, oui, avant-gardiste, puisque je pense pas qu'il y ait eu à l'époque de films qui avaient cette utilisation du montage aussi radicale. On parle quasiment de 3 images à des moments au tout début, avec ces flashs là qui assaillent le personnage, quelque chose de quasi subliminal. Et il faut pas oublier qu'à cette époque, on travaille aussi en pellicule. Donc je sais pas si vous avez déjà monté en pellicule, parce que si vous coupez justement réellement trois images d'une pellicule pour la raccorder ensuite, et que vous renouvelez l'opération plusieurs fois, c'est autant de bouts de scotch qui se retrouvent les uns derrière les autres, avec une possibilité de plus en plus grande de casser régulièrement. Donc au-delà de ça, il y a un vrai défi technique dans ce projet-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce travail-là de montage pour traduire l'état mental du personnage, c'est aussi quelque chose que Lumet va prolonger dans son travail tout autour du décor, du cadre, avec toute cette scénographie autour de l'échoppe de Sol Lazerman, où il va vraiment enfermer le personnage derrière des grilles, que ce soit à l'avant-plan ou à l'arrière-plan, et qui va traduire tout cet état d'enfermement et d'aliénation du personnage qui va finir par remonter à la surface et par éclater en fait. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Déjà, pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté avant-gardiste de son travail sur le montage, pour donner une forme d'échelle, je pense que The Offense arrive presque 10 ans plus tard, je sais plus, c'est 72, je sais plus j'ai plus les dates en tête, mais bon, voilà. Et même à ce moment-là, ça reste assez radical et avant-gardiste, ce travail-là. Ouais, en effet, on a souvent l'impression que toute la mise en scène du film, comme avec coutume de faire Sidney Lumet, semble à chercher à reconstituer, disons, l'état mental du héros, cet enfermement dont tu parlais. Et de cette manière, je trouve, il met le spectateur au plus proche de la distance, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, de ce personnage, de la distance avec toute chose. Et c'est peut-être que cette mise en scène joue du fait qu'on peut avoir de l'empathie pour ce personnage qui en est presque privé. Mais oui, tu parles en effet du travail sur le décor, sur la scénographie, etc. Mais
De la même manière, son utilisation des courtes focales déformantes, en effet, le cadre dans le cadre dont on parle toujours, les barrières permanentes dans son échoppe, l'utilisation du 1.33, enfin bon voilà, tout ça va dans ce sens-là, ouais. Et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié du style de Lumet parce qu'on a un peu tendance à s'en tenir à cette image d'Épinal de son cinéma, même si on en revient un petit peu justement ces dernières années avec tout le travail éditorial fourni par Rimini, Potemkin chez nous, qui ressaute justement cette première partie de carrière de Lumet, parce qu'on retient souvent de son cinéma les grandes locomotives que sont Serpico, Un après-midi de chien, Network, en oubliant un petit peu cette première partie de carrière, à l'exception bien sûr de son coup d'éclat avec 12 hommes en colère, son premier film. Et on oublie justement tout l'aspect très stylisé que pouvait avoir la mise en scène de Lumet à ses débuts. Et c'est quelque chose justement qui lui a été très reproché à l'époque de la sortie de ces films-là et qui va beaucoup marquer à mon sens la réception des films de Lumet, qui vont littéralement se faire détruire par la critique new-yorkaise, en particulier par Pauline Kael, qui va lui reprocher justement tout ce côté extrêmement voyant, ce côté extrêmement expressionniste, très frontal, sans oublier ce passif qu'il a dans la télévision et qu'on semble jamais lui pardonner, comme on a pu le reprocher 2 ou 3 décennies plus tard aux enfants de la pub ou du vidéoclip comme Ridley Scott ou David Fincher. Et tout ça pour dire que le style de Lumet, ce style qui est présent dans Band Broker, c'est un style qui va progressivement disparaître, qui va en tout cas beaucoup plus s'effacer dans sa carrière pour se faire moins frontal. En réalité, son cinéma va rester tout aussi stylisé, tout aussi expressionniste, mais de manière beaucoup plus invisible que dans cette première partie de carrière. Ouais, on est tout à fait d'accord, c'est quelque chose qu'on disait déjà sur Failsafe, mais il y a déjà évidemment aussi une maîtrise de la mise en scène dite classique entre guillemets dans Pawnbroker. On en parlait à travers la scénographie et ce genre de choses qui sont en effet des choses beaucoup moins visibles. Après, peut-être dans une toute autre veine que ce dont on parle depuis tout à l'heure, il est quand même assez intéressant de parler des scènes. Il y a même des scènes dans Pawnbroker qui sont, il me semble en tout cas, en caméra à l'épaule et en son direct, qui surprend énormément aujourd'hui par même une certaine forme de pauvreté technique, mais qui fonctionne incroyablement dans sa volonté de rendre la musique du lieu. D'ailleurs, je sais pas qui, de manière générale, Lumet use de la ville de New York qu'il connaît et filme mieux que personne, à nouveau pour montrer, ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais pour montrer une projection, je veux dire, de l'état psychique de son protagoniste. Mais par rapport au... excusez-moi, je vous coupe, mais par rapport au style, justement. Donc... en fait, ce qu'il y a, c'est que, en effet, ce style, moi, j'avais jamais vu le film, hein. Le style ici est extrêmement voyant. Tout ce décor, on ne voit que ça. Le fait d'enfermer le personnage, le fait que dans l'échoppe, c'est le domaine de Saul Nazerman. C'est quelqu'un qui est très lourd, qui bouge pas beaucoup, et tout va être un peu comme ça. Donc les travelling sont très posés, etc. Tout va être assez, empesé, cadenassé. Mais à l'opposé de ça, il y a l'élément perturbateur, entre guillemets, qui va être le personnage de Jesus Ortiz, qui est lui, par contre, quand il rentre dans les shops, la caméra devient beaucoup plus vivace. Les plans dont tu parles, Lucien, à l'extérieur, ce qui en effet rappelle la nouvelle vague, l'effet de cinéma du réel, etc., dont certains plans qui m'ont l'air d'être des plans volés, notamment quand il y a la fuite de la prostituée, sont beaucoup plus reliés au personnage de Jesus Ortiz dans un style qui est totalement différent. En fait, il va jouer perpétuellement sur ce jeu de contraste, quoi. Parce qu'il y a notamment, de nouveau, c'est extrêmement voyant. Il y a une scène qui est en montage parallèle entre une étreinte de Saul Nazerman et l'ancienne femme de son ami défunt. Et puis cette scène est entrecoupée avec Jesus qui fait aussi l'amour avec sa copine. Et il y a de la musique extrêmement punchy du côté de Jesus Ortiz où ils sont beaucoup dans la joie. Et la scène qui est entrecoupée de scènes extrêmement silencieuses de Saul Nazerman qui fait l'amour avec la femme de son ami, quoi. Il est aussi expressionniste parce que à l'intérieur de l'échoppe, il y a notamment un plan, à un moment, qui est à ras du sol, qui est attaché à la tondeuse à gazon. Il y a beaucoup de plans qui sont extrêmement voyants. Il y a cette mise en scène qui rappelle la nouvelle vague qui vient de déferler, en fait, la nouvelle vague française qui vient de déferler de l'autre côté de l'Atlantique. Et il y a même, moi, il me semble, toute une
partie du film qui vient juste après la prise de conscience du personnage de Sol Nazerman. À un moment, il a un cas de conscience et il va errer dans les rues et ça va même... Moi, j'ai même pensé à Antonioni à ce moment-là. Oui, carrément. Mais il y a du Antonioni, il y a aussi, tu parlais de la nouvelle vague, il y a aussi tout le travail de Fuller. Hein. Moi, ça me fait penser beaucoup aussi au cinéma de Fuller dans cette approche-là. Oui, carrément. Enfin, voilà, je vais pas répéter ce que vous venez de dire. Par contre, ça m'intéresse de rebondir sur quelque chose que tu as dit, Oli. C'est en effet que cette mise en parallèle de ces deux personnages qui sont totalement opposés est super intéressante d'un point de vue dramaturgique, narratif. Et en même temps, ça accentue quelque chose que le film n'a de cesse de mettre en place, c'est la mise en parallèle des différentes époques et leurs points de jonction. La mise en parallèle des différents ghettos, là, hein, on en parlait en début d'émission, le rappel des différentes nationalités, ethnies, religions, langues, les communautés, tout ça, qui se confondent et semblent raconter l'oubli d'une histoire qui se fait son propre écho. Et tout ça est assez brillamment mis en place, je trouve. Et je dirais même que ce propos-là, couplé à la modernité du film, lui confère à la modernité formelle du film, je veux dire, lui confère un positionnement hyper étrange, comme s'il se permettait de voir l'histoire du cinéma avec un grand H progresser et regarder l'histoire de l'humanité se réinterpréter. Alors c'est très méta, mais c'est un truc qui m'a frappé vraiment devant le film, de me dire en fait c'est un film qui regarde l'histoire et qui est en même temps hyper moderne dans sa forme, pour simplifier les choses. Et je trouve que là-dessus, le film est assez fascinant. Il est moderne déjà par son propos, hein, parce que son traitement de la Shoah est totalement en fait inédit. C'est pas quelque chose que tu vas retrouver par la suite. Et notamment, tu parlais de ce travail d'identification au personnage qui est quand même assez difficile puisque c'est un personnage relativement antipathique. Et cette idée de ce personnage qui, prisonnier de son passé, se retrouve à répéter en fait une forme d'aliénation ou de choses qu'il a subies. Et c'est quelque chose qui est hyper intéressant dans la manière où tu vas t'approcher émotionnellement de ce personnage-là tout en restant à distance. Ouais. Ce travail d'équilibrisme qu'opère Lumet dans ce rapport d'identification toujours contrarié au personnage, qui n'est jamais évident et qui est un petit peu pour tous les autres personnages. Hein. Je veux dire, que ce soit le personnage du Mac, la manière dont il traite justement ce personnage de noir américain qui prospère sur la prostitution, etc. Il y a vraiment constamment un jeu qui tord le processus d'identification. C'est hyper vrai ce que tu dis. Et je pense que c'est aussi accentué par le travail de Rod Steiger qui est incroyable et qui arrive à contenir tout ce que la mise en scène en fait déballe jusque dans une scène finale d'une intensité, je trouve, hallucinante, qui résonne donc en total déchirement, quoi. C'est en effet un moment de jonction avec ce personnage avec lequel on est totalement mis à distance et en même temps dont la mise en scène n'a de cesse de nous rapprocher, enfin de nous donner matière à le comprendre, quoi. Ouais, je pense qu'Olivier a peut-être des réserves sur Rod Steiger. Je pense. Non, mais j'ai des réserves sur le film, les gars. Je veux pas vous briser, mais j'ai quand même des réserves sur le film. En fait, je le trouve hétérogène, ce film. Je trouve que le mélange des styles ne fonctionne pas toujours très bien. Et je le trouve souvent lourd. Et, oui, mais ça, c'est pas un film fin, hein, ça c'est sûr. Ah ouais, et régulièrement très appliqué. Je vois extrêmement ce que Lumet fait avec sa caméra et ce qu'il essaye de communiquer à travers son découpage. Je trouve que la mise en scène est extrêmement voyante. Il y a quelque chose qui, par exemple, la scène où Margaret, donc cette femme qui essaye qui est un peu la lumière du quartier, qui essaye un petit peu de racheter, de trouver des échappatoires pour les jeunes du quartier, et lui vont manger, en tout cas ils ont un rendez-vous autour d'un banc à l'extérieur. Et dans le découpage, Sol Nazerman n'a de cesse de sortir du champ et de créer une espèce de champ contre champ où ils sont tout seuls. Et toujours, il fuit le two-shot. Toujours, il y a une espèce de truc où elle va essayer de se mettre dans le cadre avec lui et lui va toujours essayer de se remettre seul. Mais donc il y a un jeu au niveau de la mise en scène, du placement des comédiens et de la caméra qui est extrêmement travaillé dans cette direction à ce moment-là. Mais c'est
je trouve extrêmement appliqué. C'est un truc où on sent vraiment les intentions. Je sais récemment, on a parlé de Nightingale pour y revenir, et où Lucien disait c'est un film où je vois les intentions tout le temps et ça m'énerve. Eh bien, je trouve que le film, ce film-ci pêche aussi par le même excès. Et aussi, je trouve que au niveau de l'écriture, il y a régulièrement des trucs qui sont assez maladroit. Il y a tout un monologue de Rod Steiger à propos de l'argent et c'est la seule valeur, c'est sa valeur refuge, c'est la dernière chose dans laquelle il croit, qui sonne extrêmement théâtrale. La première scène, par exemple, entre Ortiz et sa mère, il y a beaucoup d'expositions qui passent dans cette scène, ça passe pas inaperçu. Enfin, c'est un film qui est à l'image de son personnage, on va dire, mais qui est très empesé et qui est très démonstratif comme ça. Son personnage n'est pas démonstratif pour un sou, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et je trouve Rod Steiger, quand il doit exploser, je le trouve régulièrement. Moi, je le trouve pas très bon, quoi. Ouais, moi, je le trouve extrêmement intense, avec un truc à la Brando, quoi. J'entends, Olivier, que cet aspect puisse te rebuter, mais cet aspect frontal, un petit peu emphatique du film, c'est quelque chose justement qui participe de la dimension mélodramatique du film, qui est en grande partie porté par ce personnage de Jesus, et qui permet justement de travailler tout autour de ce personnage principal qui est tellement à la fois en sous-régime ou en sur-régime permanent, qui est refermé sur lui-même. Donc il y a vraiment cette nécessité de faire exploser certaines choses. Alors oui, ça passe parfois par des artifices un peu voyants, mais qui à mon sens sont toujours rattrapés par le point de vue que Lumet porte à la fois sur l'histoire, c'est sur le personnage. Tu parles du personnage de Nazerman, pas du personnage de Jesus. Non, je parle de le Sol Laserman. Là. Quand je parle d'histoire, c'est tout autant l'histoire avec un petit H qu'un grand H, c'est-à-dire tout le propos autour de la Shoah, de la notion de mémoire. Donc oui, je vois tous les aspects extrêmement hétérogènes dont tu parles, mais j'y vois surtout aussi un film qui est complètement hors du commun, qui est extrêmement habité, qui me conduit dans une direction que j'ai bien du mal à discerner tout au long du film et qui est loin pour moi d'être attendu. Et toi qui as l'air d'être au courant de la réception du film, le film s'est pas fait attaquer parce que il dresse quand même un parallèle entre la Shoah, l'exploitation et l'extermination du peuple juif, et quelque part la manière dont le MAC va utiliser les jeunes filles qu'il met sur le trottoir. Et en fait, quand le cas de conscience de Nazerman, c'est un moment où il se rend compte qu'il est un rouage de cette machinerie qui fait que que ces filles se retrouvent exploitées sur le trottoir. Et il se rend compte que quelque part, il est passé de l'autre côté, en fait. Il est passé du côté des complices. Et c'est un aspect thématiquement assez intéressant du film, et pour le coup assez bien amené, mais après au niveau de la réception, sur ce point précis-là, je pourrais vraiment pas t'en dire plus. Je sais juste que le film s'est fait défoncer par les grandes plumes de la critique new-yorkaise, comme Andrew Saris ou Pauline Kael, qui ont qualifié le film à l'époque de parabole prétentieuse. Mais bon, voilà, des critiques portées principalement, à mon sens, sur la forme, plus que sur le fond, en tout cas le fond tel que tu en parles. Mais voilà, j'ai pas l'impression que le film se soit réellement fait attaquer sur cet aspect-là. Je crois que le film a mieux marché en Europe qu'aux États-Unis, où il a mis, tu disais 1 an en début d'émission, mais moi j'avais même lu une plus longue période entre sa présentation et sa sortie, quoi. Donc c'est sûr que le film a été problématique par plusieurs de ses aspects, sa radicalité, le code Hays, son propos. Maintenant, il reste relativement mesuré sur sa comparaison. C'est pas non plus la comparaison pure et dure. Enfin, je veux dire, c'est juste, il prend en compte tout le background du personnage pour créer ce regard-là. Et après, il y a un moment, il faut se rendre. Enfin, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, mais il faut se rendre aussi face à certaines évidences. Enfin, je veux dire, l'utilisation du terme ghetto dans un sens comme dans l'autre n'est pas anodin. N'est pas anodine, ouais. Moi, j'aime beaucoup l'utilisation du son, parce qu'on dirait que... donc, il faut dire un petit peu comment le film commence. Le film commence par une espèce de scène au ralenti, champêtre, où il n'y a pas de son direct. Donc, on sent vraiment qu'on est dans une projection mentale, un truc comme ça, avec... des enfants qui jouent dans un champ, il y a une musique un peu élégiaque, et ça va être
coupé de manière très brutale par le bruit de l'autoroute en fait. Et Nazerman, dans tout le début du film, il est constamment agressé en fait par les bruits de la ville, les bruits du métro, les bruits de l'autoroute, le bruit de ses neveux et nièces qui se chamaillent, qui ont l'air de l'irriter extrêmement fort. Et donc lui, on l'a dit, il se mure en lui-même, mais il essaie de s'enfermer pour faire le silence en fait. Et même, Et, même ce seul moment de respiration que tu as lorsqu'il rend visite à cette jeune dame là qui s'est rendue dans son échoppe, la conversation qu'il a avec elle sur son balcon, l'aspect sonore il est beaucoup moins présent, mais il est rappelé sans cesse à l'image par tout ce décor industriel qui est derrière eux. Et c'est alors encore quelque chose qui traduit cette impossibilité pour lui de s'échapper en fait, quoi. Ouais, d'ailleurs, lui, dans cette scène-là, précisément sur le balcon à la fin, il est filmé avec en arrière, le fond est noir derrière lui et les lignes sont horizontales. Donc lui, il est écrasé, tandis que elle est sur son champ, il est beaucoup plus clair et elle est sur des lignes verticales. Donc de nouveau, on est vraiment dans cette application de tous les instants. Mais ce qui est chouette aussi pour revenir à l'utilisation du son, c'est que cette hantise en fait du son du métro, du son de la machinerie comme ça, va vraiment s'expliquer aussi à travers les flashbacks, notamment ce dernier flashback dans le métro qui est extrêmement traumatique. Et pour le coup, là aussi, tu as ce flashback qui épouse de manière formelle cette forme d'aliénation avec ce motif cyclique, avec ces deux panoramiques à 360 degrés qui se chevauchent, avec d'un côté le métro new-yorkais et de l'autre le train qui emmène la famille de Sol Laserman dans les camps de la mort. Mais pour finir, je voudrais revenir, Lucien, sur ce que tu disais à propos de la place bizarre de ce film qui te semble être un témoin de l'histoire qui avance ou quelque chose comme ça que tu avais dit. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ce film-là, c'est que j'avais entendu une fois un critique et historien dire que le cinéma des années 60 aux États-Unis, il se cherchait, qu'il était très sous haute influence européenne et que le classicisme, enfin en tout cas le système des studios, etc., était arrivé à une espèce de point d'orgue dans les années 50 et que c'était en train de décliner et qu'il se cherchait avant de se réinventer pour le nouvel Hollywood. Et donc, moi, je trouve que justement, là, ça, c'est vraiment, ici, Pawnbroker, le prêteur sur gage, que je n'avais jamais vu, me semble être vraiment un exemple typique de ça. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir un film qui aurait pu être tourné de manière extrêmement classique, mais qui est ambitieux parce que pétri d'influences européennes ou russes. Moi, j'ai pensé bien sûr au travail du montage d'attraction sur ce qu'on a parlé en début d'émission. Et donc, moi, le film me semble être vraiment pétri d'influences de partout et donc, du coup, ce côté hétérogène qui ressort, quoi. C'est quelque chose qui était déjà en germe dans le cinéma américain, que ce soit chez Jules Dassin, Robert Aldrich, Samuel Fuller. Ouais. C'est quelque chose qui vraiment qui était déjà là auparavant et qui au-delà d'une influence européenne, qui est effectivement là dans Pawnbroker, et quelque chose qui est vraiment dans la droite lignée de tout un pan du cinéma américain. C'est tout à fait ça, mais ce qui est paradoxal en plus dans la carrière de Lumet plus spécifiquement, et c'est ce que disait Manu tout à l'heure, c'est que Lumet a quand même fini par revenir à une forme d'épure formelle, entre guillemets, de ce qu'on peut appeler de classicisme dans la période de sa carrière que lui-même considère comme étant la plus grande. Et peut-être que je serais pas loin d'être de son avis. Donc oui, c'est quelque chose de fascinant, mais tout ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, qui était peut-être pas très clair, mais c'est un peu ce truc de voir un film qui marque l'histoire du cinéma et qui n'en est en fait qu'un rouage d'une histoire qui se répète, qui se réinterprète et qui regarde une histoire, qui regarde un moment de l'histoire qui fait exactement la même chose en fait. C'est-à-dire en fait on pourrait presque voir un double discours à la fois dichotomique et parallèle entre guillemets entre la forme du film et ce qu'il raconte simplement, et le sujet qu'il traite plutôt que ce qu'il raconte. Très bien, messieurs, merci. Donc, je propose que nous nous arrêtions ici sur le film de Sidney Lumet de 1964, donc The Pawnbroker, le prêteur sur gage, qui ressort, je l'ai dit, chez l'éditeur Potemkin début décembre. Donc, sautez dessus, c'est vraiment un film extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Manu.
Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Lucien. Merci beaucoup Lucien. N'hésitez pas à liker nos contenus, à nous partager. Nous sommes sur toutes les bonnes applications de podcast. Nous sommes également sur YouTube et nous avons également notre propre site transmissionlepodcast.com. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt.